Alors, révoltons-nous. Balobi elu ezoye bomaye. Bonsoir, 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 bonjour si vous êtes de l'autre côté de l'océan. Donc voilà, comme je l'avais indiqué, comme je l'ai annoncé dans le titre, dans l'annonce que j'ai faite tout à l'heure, aujourd'hui je vais essayer de développer un sujet qui est vaste certes, mais je vais vraiment essayer de faire bref, précis et concis. C'est le génocide congolais. Donc voilà. Il y a un génocide qui se passe actuellement au Congo-Zaïre et le monde entier est sans savoir qu'il y a un génocide qui se passe au Congo-Zaïre. Mais il y a un silence assourdissant, un silence global, personne n'en parle. Et moi, en tant que patriote congolais, en tant que résistant congolais, en tant qu'une personne, un citoyen du monde épris de bonne volonté et de justice, voilà, mes amis et moi dans Ratel TV One, nous avons décidé voilà, de parler du génocide congolais et des maux qui sévissent en République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, l'ex-Zaïre. Les gens meurent tous les jours au Congo. Pardon. Au début, on a commencé avec 1 million, 2 millions, 3, 4, 5, 6. Il y a certains rapports aujourd'hui qui parlent de 12 millions de morts au Congo. Le point de départ, j'aimerais pas refaire l'histoire, mais le point de départ du génocide congolais, c'est le 6 avril 1994. La mort du président rwandais, Juvenal Habyarimana, et le génocide qui s'en suivra, le génocide rwandais, qui fera 800 000 à 1 million de morts. Et la guerre au Rwanda, il y a eu presque 2 millions de réfugiés qui ont traversé la frontière avec Ken Ouadondo comme Premier ministre à l'époque. Et imaginez-vous, dans un pays pauvre, le Zaïre, 2 millions de personnes, voilà, viennent, traversent la frontière du jour au lendemain, se retrouvent réfugiés. Les pays européens ont accueilli seulement 300 000 ou je sais pas moi 200 000 Syriens, mais c'est la pagaille totale déjà ici. Cette situation au Congo ne fait que s'empirer en fait. La situation au Congo ne fait que s'empirer. Et pourquoi il y a ce génocide au Congo? Il n'y a qu'une seule réponse. La raison, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Les ressources, les richesses du sol et du sous-sol congolais. Voilà, c'est ça le pourquoi du génocide congolais. Tout le monde veut son morceau du Congo. Tout le monde veut son morceau des richesses du Congo, mais sans les Congolais. Pourquoi dans un pays aussi riche en ressources naturelles que le Congo, le peuple survit-il de jour en jour? Chaque année ténée, un exemple tout simple, le Congo produit à l'échelle d'1 milliard de dollars d'or. Je ne vais même pas parler encore d'autres minerais ou d'autres richesses. Seulement de l'or, le Congo produit à 1 milliard de dollars américains en or. Le monde occidental profite de nos richesses à nous. Mais pour ça, il tue des Congolais. Et pour ça, il tue des Congolais. Aujourd'hui, le Congo connaît plusieurs maux. On parle du Congo comme la capitale mondiale du viol. On viole nos femmes, on viole nos enfants. Et quand on viole votre femme, on viole tes enfants, on contrôle votre esprit. Les chiffres
des viols sont hallucinants. Je ne veux même pas y revenir parce que voilà, c'est hallucinant. Le génocide congolais proprement dit. Regardez de par l'histoire des génocides à travers le monde. Les génocides obéissent à un mode opératoire en fait. Ils se passent tous de la même manière. Les génocides sont comme des ouragans. Les météorologues peuvent, voilà, la météo peut annoncer un ouragan ou même un tsunami, mais ils ne peuvent pas, voilà, ils peuvent même estimer la force destructrice de cet ouragan, mais ce sont des estimations qui peuvent être au-dessous ou en deçà, en haut ou en bas. Comme je dis que les génocides obéissent à un mode opératoire. Les météorologues peuvent annoncer un ouragan qui aura un typhon à telle heure, à tel endroit. Et les estimations, voilà, il peut y avoir des immeubles détruits, il faut déplacer des habitants, des populations. Mais après, souvent, ils se trompent d'estimation. Je vais prendre deux exemples, deux cas spécifiques de grands génocides au monde. Le génocide juif, l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale en 1939-1945. Déjà, il y avait des signes précurseurs. Le parti nazi, quand ils sont arrivés au pouvoir en 1933, si mes souvenirs sont bons, en 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs commençaient déjà à être maîtres de côté. Ils avaient même des insignes pour leur dissocier, leur différencier des autres Allemands de l'époque. Et pour le Rwanda, voilà, Kagame n'avait pas encore le pouvoir, Habyarimana n'était pas encore mort, mais déjà, les extrémistes Tutsi et Hutus, par radio interposée, la tristement célèbre radio de Mille Collines, par exemple, annonçait déjà, était un prélude de ce qui allait arriver. Et ça dépassait les proportions. Chers frères et sœurs congolais, devrions-nous attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour tirer la sonnette d'alarme? Aujourd'hui, le monde entier parle de la Syrie. Toutes les victimes, qu'elles soient chinoises, je ne sais pas moi, argentines, australiennes, sénégalaises ou même congolaises, même rwandaises, sont des victimes, sont des morts. Mais pourquoi ce deux poids, deux mesures? En Syrie, on nous parle de 300 000 morts. Au Rwanda, on nous parle de 800 000 à 1 million de morts. Mais les Rwandais en ont fait un fonds de commerce. Au Congo, on nous parle de 6, 8, 9, 10, 12 millions de morts. Mais personne n'en parle. Je ne pense pas que ceux que nous appelons abusivement décideurs, communauté internationale, que moi je nomme mal nommé communauté internationale, qui ont des forces militaires, des forces de renseignement et sécuritaires développées, avec tous les drones qu'ils ont, ne savent pas qu'il se passe un génocide actuellement au Congo. L'histoire du Congo est souvent mise à côté à cause de sa complexité. Ça, c'est encore un autre chapitre que j'expliquerai. C'est quoi la complexité de l'histoire du Congo? Parce que le Congo, dans nos frontières actuelles, c'est des frontières qui sont poreuses. L'identité nationale n'existe même pas. On a des problèmes récurrents de nationalité, qui est congolais, qui ne l'est pas. On ne le sait même plus. Et cette histoire de réfugiés rwandais a créé un génocide au Congo. Peut-être un truc qui va vous choquer, vous n'allez pas digérer, et je m'en excuse d'entrée de jeu. Le génocide rwandais a été un tremplin pour mettre la main sur les ressources du Congo. Ces gens, ils sont sadiques et cyniques. Ils ont fait tuer 800 000 à 1 million de Rwandais rien que pour mettre la main sur les ressources naturelles du Congo. Rien que pour mettre la main sur le Congo. Et pour ça, les répercussions ont été 10 fois plus qu'au Congo voisin. Je disais que l'identité nationale n'existe pas.
les frontières sont poreuses, les groupes armés changent de nom tous les jours. L'AFDEL, ceux qui étaient dans l'AFDEL, on les a retrouvés dans le RCD. Le RCD s'est transformé au CNDP. Après, il y a eu d'autres du CNDP qui ont créé le M23, qui s'est même mué aujourd'hui en parti politique. Et ça, aux yeux et au vu de tout le monde. Personne n'en parle. Même les Congolais eux-mêmes. Le nombre de morts congolais, du génocide congolais, dépasse celui de l'Holocauste juif. Frères et sœurs congolais, s'il vous plaît, je vous supplie, écoutez ma voix ce soir, aujourd'hui. Tout Congolais, autant que nous sommes, nous devons changer notre appréciation, notre lecture des événements de cette crise, du drame congolais. Nous devons nous libérer du joug, de la communauté internationale, des commanditaires, de nos voisins. Le défi est certes immense, le défi est énorme, mais avec de la discipline, de la rigueur, l'unité dans nos intelligences, nous pouvons y arriver. Comment comprendre la crise congolaise? Comment comprendre les génocides congolais? Les affaires du Congo n'ont jamais été déterminées par les Congolais eux-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Congo existe dans ses frontières actuelles, avec ses populations, ses ethnies, ses tribus, ses langues, depuis Berlin 1885. Les Belges, la communauté internationale, a cédé le Royaume Congo aux Belges pour être gérant, à Léopold II. Ils ont commencé à extraire les VA, le caoutchouc, l'ivoire, et ils sont tombés sur des richesses énormes, des minerais hors pair. C'est l'une des raisons, si pas la raison principale, que le conflit au Congo perdure. C'est l'enrichissement et le profit des commanditaires. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Quand c'est la Syrie, quand c'est la Palestine, tout le monde en parle. Les ressources du sol et du sous-sol congolais sont vitales pour de nombreuses industries. L'industrie pharmaceutique, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie électronique, la haute technologie, la technologie de pointe. Les industries que j'ai énoncées, que j'ai énumérées ici, on trouve en majeure partie les minéraux qui servent au fonctionnement de ces industries au Congo. C'est ça la cause même du génocide congolais. C'est ça pourquoi on nous tue. Il y a un génocide qui se passe au Congo. Aujourd'hui, il y a des camps, des fosses, des endroits que les gens ont oubliés. Il y a des endroits comme Makobo, là. Il y a des endroits comme Tingi Tingi. Plus récemment, même à Kinshasa, à Maluku, où il y a eu des Congolais qui ont été jetés dans des charniers, dans des fosses septiques. Excusez mon lapsus. Le Congo actuellement est le territoire au monde le plus vaste où le gouvernement ne fonctionne pas normalement, ne fonctionne pas correctement. Kabila et sa bande peuvent tout dire. Mais au Congo, il n'existe pas les droits de l'homme. Les droits de la presse sont bafoués. Il n'existe pas de sécurité ou de renseignement d'État. Ce qu'on appelle communément FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est un groupe, même la police, c'est un groupe de gens indisciplinés qui raquettent la population en longueur de journée. Et ceux qui sont derrière Kabila, là, sa garde républicaine, cette milice-là, pour moi, c'est des mercenaires parce que ce n'est même pas des Congolais. Le génocide congolais, comme j'ai dit, les préludes, c'est 94. Et en 96, avec l'invasion de l'AFDEL, parce que c'est une invasion, ce n'était pas une libération, c'était une invasion. Une invasion soutenue par l'extérieur, avec comme pays phare l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud. C'était presque une guerre interafricaine. Il y a eu au moins 11 pays, 11 États africains
qui se sont affrontés au Congo. Il y a même eu des Érythréens, des Tchadiens, des Zimbabwéens, des Tanzaniens qui se sont affrontés au Congo. Quand on a plusieurs richesses, comme le Congo là, et on n'a pas de gouvernement, quand on n'a pas d'état de droit, c'est une invitation à la violence. C'est une invitation à la violence. Un exemple concret et patent que le Congo est un no man's land, le Congo est un Far West, c'est la ville martyre de Kisangani. C'est la 3e ville du pays, après Kinshasa et Lubumbashi. L'on a vu 2 armées officielles, loyales, légales, 2 armées s'affronter à Kisangani, les armées ougandaises et rwandaises. Nulle part au monde on a assisté à une telle situation dramatique. Même au plus haut point, les points les plus culminants de la guerre froide, on n'a jamais vu ça. Je vais prendre un exemple, voilà, tout proche de chez nous, en Angola, où Russes et Américains s'affrontaient par Angolais interposés. Américains pour Savimbi et Russes pour Dos Santos. Même s'il y a eu des instructeurs russes ou américains sur terrain, les autres ont donné des Scuds, les autres ont donné des MiG et tout ça. Mais ce n'était pas aussi flagrant qu'en République démocratique du Congo, où on a même eu droit à des chefs d'état-major général des armées qui étaient d'autres nationalités. Un gars comme James Kabarebe était chef d'état-major général de l'armée rwandaise et il vient au Congo, il se retrouve chef d'état-major général de l'armée congolaise. Nulle part ça a existé. Le Congo est un cas d'école. On nous parle aujourd'hui, je ne sais pas moi, des conflits entre Ema et Lendu, toujours vers l'est du pays là-bas. Mais ces tensions, j'appelle même pas ça conflit, ces tensions-là sont la conséquence des erreurs de ceux qui sont à la base. Ils veulent occulter leurs crimes en fait, de ceux qui sont à la base des pillages de nos ressources. Ils veulent occulter leurs crimes. C'est eux qui sont à la base de tout ça. Le Congo actuellement, à cause de ce génocide, à cause des Rwandais, des Ougandais et de leurs commanditaires, je veux y revenir, les commanditaires, est devenu l'un des endroits, est devenu l'un des pires endroits au monde pour les femmes et les filles. Et les bourreaux ne sont pas seulement étrangers, les bourreaux sont aussi congolais. Nous sommes devenus des sous-humains, le Congolais. Je vais vous donner un exemple que les bourreaux sont des Congolais. Parce que voilà, nos vidéos sur Atel TV One sont faites de manière pédagogique. Un exemple simple, c'est Kamena Sap. La crise qui sévit actuellement au Kasaï. Un médecin, le jeune Kamena Sap, ou pas son papa, le jeune qui est mort récemment, qui a été assassiné. Kamena Sapou était médecin en Afrique du Sud. Il gagnait plus ou moins bien sa vie en Afrique du Sud. Son père décède, il doit le remplacer. Il vient dans son village pour être intronisé chef coutumier. Le gars arrive, il voit que voilà, il y a des compagnies minières qui viennent pour déplacer les populations pour extraire le diamant et commencer à exploiter ces territoires. Or, le code minier congolais est clair. Voilà, quand on découvre des gisements miniers quelque part, les populations locales doivent bénéficier. Comment? On doit construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures en fait. Et il doit avoir des compensations financières. Le gars vient, va voir les responsables de ces compagnies minières, je crois que c'était des Canadiens. Il dit voilà, moi je fais les choses dans les normes, selon la loi. La loi dispose, le code minier congolais dispose que voilà, quand vous venez, il faut faire ça, ça, ça pour nous. Et nous avons aussi nos us et coutumes, voilà, le droit coutumier indique ceci.
les exploitants miniers disent à Kamenassa pour mettre. Toi, t'es qui, toi? T'es qui? Nous, on a déjà payé à Kinshasa. Et ils ont payé à vil prix, hein, à vil prix. Nous avons payé à Kinshasa. Ils ont vu le ministre de l'Intérieur de l'époque, Évariste Bochab, le ministre de Mines, Martin Kabeloulou, et leur boss, Joseph Kabila. Kamenassa pour les a dit, mais ça se passera comme ça. Et ça a dégénéré. La suite, tout le monde la connaît. Imaginons, chers tous, c'est impossible de concevoir, mais imaginons, en Europe occidentale, le Congo fait 2 345 409 km². C'est à peu près la superficie de l'Europe occidentale. Donc on va prendre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, une partie de l'Angleterre. C'est à peu près le Congo. Imaginons dans cet espace, en plein 21e siècle, 6 à 8 à 10, 12 millions de personnes mouraient en l'espace de 20 ans. Imaginons ça. Et tout le monde entier reste silencieux. Eh bien, c'est ça la situation actuelle du Congo. En Syrie, voilà, je répète encore, il y a eu 300 000 morts. Au Rwanda, en 1994, il y a eu 800 000 à 1 million de morts. Même les Rwandais aujourd'hui, c'est leur fonds de commerce. L'Holocauste juif, aujourd'hui, tu touches une... Je ne suis pas antisémite, mais juste parler de ça, vous êtes taxé de tous les mots. Mais au Congo, la situation est pire. Personne n'en parle. 6, 8, 9, 10, 11, 12 millions de morts. C'est là où a occasionné aucune couverture médiatique d'envergure. Aucune sentence audacieuse à l'échelle mondiale contre les personnes qui ont perpétré ces crimes de guerre. Cette situation ne provoque aucun grand impact, aucun émoi dans le monde entier. Des millions de Noirs, voilà, en plein 21e siècle, mouraient, assassinés, sauvagement, atrocement. Personne n'en parle. Pourquoi le monde n'en parle pas? Pourquoi? Parce que la communauté internationale, avec leur machin, l'ONU, ils ont déclaré après l'Holocauste juif qu'ils ne laisseront plus jamais un génocide se produire. Mais ils l'ont fait au Rwanda et ils continuent à le faire au Congo. Et au Rwanda, ils l'ont fait pourquoi? J'ai expliqué que le génocide rwandais était un marchepied pour mettre la main sur, pour mettre la main sur les richesses du Congo. Voilà le niveau de cynisme de ces gens. C'est des gens sadiques. 800 000 à 1 million de personnes qui sont massacrées. Certains à la machette au Rwanda. Et les conséquences sont 10 fois plus au Congo. Kagame, le chef de l'État rwandais, a déclaré, on pose la question à Kagame, mais qu'est-ce que vos troupes font au Congo? Il déclare que mes troupes sont à la poursuite des génocidaires de 1994. Tout ce qui est les Hutus là, les FDLR, les Interahamwe, les ex-FAR. Et moi, je pose la question à M. Kagame. En 1996, 2 ans après le génocide, quand ils ont pris la marionnette Laurent Désiré Kabila pour marcher vers Kinshasa, ils avaient les leviers, non? Ils avaient les leviers de commande. Pourquoi il n'a pas pourchassé ces génocidaires? Et il dit jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des motifs, voilà, pourquoi il fomente le RCD, pourquoi il fomente le CNDP, pourquoi il fomente le M23, c'est pour pourchasser les génocidaires. Parce que, selon lui, ces génocidaires, après 20 ans, continueront à rentrer faire des incursions au Rwanda. D'ailleurs, Kagame sera ici du 24 au 26 mai. Il sera aussi ici en France. La communauté, voilà, ça sera à Porte de Versailles. Les communiqués vont passer. Il faut qu'il entende nos voix. Les génocidaires Kagame et le Hitler africain sera en France du 24 au 26 mai. Porte de Versailles, il entendra nos voix. Des pays voisins qui attaquent, qui pillent un pays, qui violent
ces populations, les motivations sont strictement économiques. Et ça, tout le monde le sait. Pour revenir aux responsabilités congolaises, chers frères et sœurs, nous, Congolais, il est facile de montrer du doigt et d'indexer les autres et leur faire porter la responsabilité de nos soucis, de nos problèmes, de nos échecs. L'Occident a toujours vu l'Afrique comme une source de ressources plutôt que comme un partenaire. Mais l'Occident n'est pas seul responsable de nos problèmes. Les Rwandais ne sont pas les seuls responsables de nos problèmes. Nos élites, nos dirigeants, nos intellectuels ont échoué. Ça, il faut le dire. Je ne peux pas concevoir que des universitaires, des profs d'université arrivent à soutenir des illettrés, car il faut le dire. Je ne parle même pas de diplôme. Parce que pour moi, un intellectuel, ce n'est pas une personne qui a, je ne sais pas moi, un bac plus 5 ou un master ou une maîtrise. Un intellectuel, pour moi, c'est une personne, il y a un problème donné et il peut en apporter la solution. C'est ça l'intellectuel. Parce que ma grand-mère n'a pas été à l'école, mais mes grands-parents n'ont pas été à l'école, mais ils ont réalisé des grandes choses. Dans les villages, on n'avait pas encore des téléphones, mais pour annoncer un heureux ou un malheureux événement, on jouait du tam-tam ou du locolé, et selon le battement. Et la personne qui a pensé à ça, ce n'était pas un diplômé d'Harvard ou je ne sais pas moi quoi, de Cambridge ou de la Sorbonne. Donc nos intellectuels, nos élites, nos dirigeants ont échoué. Même pas par cupidité. Mais je vais le dire en lingala, Bazaba Zoba. Sont animés de mauvaise foi. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, néanmoins. Parce que les Congolais, on aime beaucoup les solutions pour nous sortir de l'enfer. Il faut de la discipline. Il faudrait que chacun soit à sa place selon ses capacités. Il faudrait que nous unissons nos intelligences. Je ne demande même pas que nous nous apprécions ou que nous nous aimons. Mais du moins, nous nous respections. Le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours viendra de nous-mêmes, Congolais. Allons discuter avec les commanditaires, sans passer par les intermédiaires. Vous voulez le coltan du Congo? Venez, on va discuter. Vous voulez le diamant du Congo? Venez, on va discuter. Venez, on va négocier. La situation du Congo n'est pas seulement une situation congolo-congolaise ou africaine. C'est une situation mondiale et globale. Le Congo, aujourd'hui, abrite la deuxième forêt la plus vaste, la deuxième forêt tropicale la plus vaste au monde, après l'Amazonie qui est d'ailleurs en pleine déforestation. Et cette forêt tropicale est vitale pour le réchauffement climatique. Le Congo regorge d'énormes territoires de terres arables, d'eau douce. Aujourd'hui, on se bat pour le pétrole, pour le gaz ou le coltan, je ne sais pas moi quoi. Mais demain, on se battra pour des terres arables et de l'eau douce. Rien que de l'eau. De l'eau. La moitié des victimes du Congo sont des femmes et des enfants. Aujourd'hui, on se bat pour la parité. Même quand il y a un naufrage, on crie les femmes et les enfants d'abord. Au-delà même des femmes et des enfants, ça concerne tout être humain. Parce que nul n'est sorti de la cuisse de Jupiter. Nous sommes tous sortis du ventre d'une femme, pardon. Le problème du Congo vous concerne, me concerne, les concerne. Si vous conduisez une voiture, si vous voyagez en train, je ne sais pas moi, en TGV, si vous avez un smartphone, vous avez une tablette, un ordinateur,
le problème de Congo vous concerne. Le génocide congolais a fait 10 à 12 millions de morts. Les charniers existent. Makobo, la Tingi Tingi. Les personnes qui ont perpétré ces génocides, nous les connaissons. La CPI sélectionne des gens à arrêter. En Syrie, il y a eu 300 000 morts. C'est un drame mondial. En Palestine aujourd'hui, en fait, le truc qui me sidère pas, mais qui me chiffonne un peu, c'est que des Congolais préfèrent parler du drame palestinien. J'ai rien contre eux. Préfèrent parler du drame palestinien ou, je sais pas moi, du drame syrien, que de parler du drame congolais. On dit déjà, pour aller, comment? Je sais pas comment dire ça, mais il y a un proverbe chez moi qui dit, d'abord il faut nettoyer sa case avant d'aller nettoyer la case du voisin. Les complices congolais, nous les connaissons. C'est nos élites, c'est nos dirigeants actuels. Ce sont eux les complices. Donc, on a les commanditaires, la communauté internationale, les grandes puissances mondiales, avec leurs multinationales. C'est eux les commanditaires. Après, nous avons les marionnettes, c'est les pays africains, nos voisins. Après, nous avons les complices. Les complices, c'est les Congolais eux-mêmes. Nos dirigeants, nos élites sont complices du génocide congolais. 12 millions de morts et le monde entier reste silencieux. Il y a un seul truc que la communauté internationale, voilà, les gouvernements des pays forts craignent, c'est leur opinion publique. L'opinion publique française, ou je sais pas moi, américaine, anglaise, coréenne ou chinoise, ne se trouve pas à Kisangani, ne se trouve pas à Bukavu, ne se trouve pas à Goma, ne se trouve pas à Kindu, ne se trouve pas à Lubumbashi, ne se trouve pas à Kananga, à Mbujimayi, à Kikwit, à Mbandaka, à Matadi, ni à Kinshasa. Se trouve ici. C'est les raisons pour lesquelles je crie tous les jours à la reconnaissance du génocide congolais. C'est le plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité, le génocide congolais. Si on n'en parle pas, personne ne le fait. Tous autant que nous sommes, ceux qui tomberont sur cette vidéo, faites des recherches sur le génocide congolais. Parlez-en dans le métro, avec vos amis, dans le travail. Parlez-en. On doit obtenir la reconnaissance de ce génocide congolais. Nos politiciens, même dans leur programme, ils n'en parlent pas. Je vais vous faire rire pour terminer. Nos politiciens, ils confondent un truc, le poids politique et la popularité. Il y en a qui tiennent des meetings au pays là-bas. Mais les mêmes populations qui viennent par exemple à Njili Sainte-Thérèse pour un leader politique, c'est les mêmes populations qu'on retrouve au stade quand il y a Vita Imana. C'est les mêmes populations qu'on retrouve quand même le CLC, le Comité laïque de coordination et histoire des catholiques, appelle aux marches. C'est les mêmes populations qu'on retrouve quand il y a un concert de JB et de Ouera. Ça s'appelle popularité. Mais poids politique, deux nuances totalement différentes. Tu peux être populaire, mais tu n'as pas de poids politique. Commençons déjà à nous battre pour la reconnaissance du génocide congolais. On nous sort des trucs farfelus tous les jours. On nous parle aujourd'hui de Banyamulenge, des Tutsis congolais. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est encore un autre chapitre que je vais développer plus tard. Et tout ça, c'est toujours des crocs en jambes pour continuer à nous massacrer, pour continuer à nous violer, pour continuer à nous tuer. Ils créent des territoires inexistants pour attribuer nos terres à des étrangers. Et tous, nous le savons. Mais nos politiques, les pseudo-leaders politiques, n'en parlent même pas. Et je dirais même plus, ils sont en connivence avec eux. Donc, ils sont complices. J'ai parlé de trois axes du génocide congolais. Les commanditaires, les marionnettes et les complices.
Le problème du Congo te concerne. Le problème du Congo nous concerne. Toi qui me suis, le problème du Congo te concerne. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trop exprimé en lingala. C'est pour toucher les autres nationalités, les autres sensibilités. J'ai même des migraines, en fait, quand je parle de ce problème du génocide congolais. Comment expliquer en 2018 12 millions de morts en l'espace de 20 ans au beau milieu de l'Afrique et personne n'en parle? Ça ne fait pas la une des journaux. Peuple congolais, personne ne fera le travail à notre place. Je vous remercie. Ingeta. Ngamo na biso bakoko baimi koyimayima bakoko na kisini likambo wana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Moto epela nango makila etanga nango pona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye makila etanga nango pona etumba ya mboka olobi esi tozili loba ya etumba. Ngamo na biso